Ma femme a commencé à engager des avocats en secret, alors j'ai tout transféré dans des fiducies irrévocables. Elle a demandé le divorce en s'attendant à un partage des biens. Les nouvelles de son avocat concernant les actifs matrimoniaux vides l'ont fait changer d'avis. 5 ans. C'est le temps que j'ai été marié à une femme qui pouvait entrer dans un Walmart, y passer 40 minutes et rentrer à la maison avec 3 choses qui n'étaient pas sur la liste et 2 qui n'étaient même pas en rayon avant son arrivée. Au début, je ne comprenais pas vraiment. Une assiette décorative du chariot de quelqu'un. Un baume à lèvres d'un présentoir près de la caisse. Un porte-clés. De petites choses. Des choses qu'elle ne pouvait pas expliquer quand je lui posais des questions à leur sujet. Je crois que je l'ai acheté il y a un moment. Ou, oh, c'est venu avec quelque chose que j'ai commandé. Elle avait toujours une réponse. Aucune d'entre elles ne collait vraiment. La première fois que c'est devenu sérieux. Nous étions dans un magasin Home Good à Jacksonville. Elle a glissé un petit cadre photo en argent dans son sac. Je l'ai vu faire. Elle ne savait pas que je l'avais vu. Je n'ai rien dit dans le magasin. Quand nous sommes arrivés sur le parking, je lui ai dit de retourner à l'intérieur et de le poser sur le comptoir. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle l'avait fait. Je l'ai cru assez pour ne rien dire à ce sujet, mais je suis rentré à la maison avec une image différente de la personne avec qui j'étais marié. La deuxième fois, la police a été impliquée, je n'étais même pas avec elle. Elle était à une journée portes ouvertes. Elle était censée faire une visite en tant qu'agente immobilière. Elle vendait des propriétés haut de gamme, le faisait depuis des années, connaissait chaque maison du comté de Duval d'une valeur de plus de 400 000 €. Elle est sortie de cette journée portes ouvertes avec une petite figurine en bronze de l'étagère de la salle à manger. Le propriétaire avait une caméra. L'appel est arrivé sur mon portable parce que j'étais toujours répertorié comme son contact d'urgence. Je suis allé au poste. Je me suis assis sur une chaise en plastique pendant 2 heures. J'ai signé un formulaire que je ne pense pas que j'aurais dû signer. Elle a été libérée. Sur le chemin du retour, elle m'a dit qu'elle chercherait de l'aide. Elle ne l'a pas fait. Voilà le contexte. Une femme charmante en public, qui réussissait sur le papier, et fonctionnellement programmée pour prendre des choses qui ne lui appartenaient pas. Des objets, des opportunités, des avantages. C'était un schéma, pas une impulsion. De petits vols qui lui donnaient quelque chose que je ne pouvais pas nommer à l'époque. Ce que je sais maintenant, c'est que le mariage était le plus gros article sur sa liste. Je possède une entreprise de services maritimes sur la rivière St. John's. Nous nous occupons de l'entretien des navires, de la construction de quais, de tout le travail. Le genre d'opération qui se développe discrètement au fil des ans et qui ne paie pas de mine jusqu'à ce que quelqu'un essaie de mettre un chiffre dessus. Je l'ai développé à partir d'une opération de 2 hommes pour en faire quelque chose qui employait 11 personnes et détenait des contrats avec 3 opérateurs de marina le long de la côte. Au cours des 2 dernières années, j'avais ajouté 2 actifs que je visais depuis longtemps, une maison sur la plage à Ponte-Vedra et un bateau à console centrale de 32 pieds que je gardais au quai derrière ma propriété principale à Mandarin. Cela était à moi, construit avec de l'argent que j'avais gagné avant et pendant le mariage, traçable, documenté. Elle savait ce qu'il valait. Elle était agente immobilière. Elle savait exactement ce que tout valait. Les accusations ont commencé environ 18 mois après le début du mariage. Elle me surprenait à regarder quelqu'un dans un restaurant et transformait cela en une conversation de 40 minutes. Elle fouillait dans mon téléphone après que je me sois endormi, puis me réveillait pour me poser des questions sur un contact qu'elle ne reconnaissait pas. Je rentrais d'un chantier et elle était froide pendant 2 jours avant de me dire qu'elle pensait que je voyais quelqu'un de l'équipe. Rien de tout cela n'était vrai. Je n'étais pas ce genre d'homme, mais elle continuait de monter son dossier quand même. À un moment donné, j'ai cessé d'essayer de m'expliquer et j'ai commencé à observer. Et ce que j'ai remarqué, c'est le timing. Les accusations s'intensifiaient toujours avant qu'elle ait besoin de disparaître quelque part. Une dispute le vendredi signifiait qu'elle partirait le samedi matin pour rester chez sa mère, où elle claquait la porte de la chambre puis en sortait 1 heure plus tard, habillée pour aller quelque part, me disant qu'elle avait besoin d'air. Les accusations ne naissaient pas de la jalousie. Elles étaient un mécanisme. Elles créaient assez de pression pour justifier une sortie. Je ne savais pas où elle allait. Pendant un temps, j'ai pensé que je me trompais complètement sur le schéma. Puis un après-midi,
elle a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle était sous la douche. Je ne cherchais rien. Je passais devant, l'écran s'est allumé avec une notification et le nom dessus m'a glacé le sang. Le contact était enregistré sous le nom de ma chance. Je n'ai pas ouvert le message. Je n'en avais pas besoin. J'ai pris une photo de l'écran avec mon propre téléphone et j'ai continué mon chemin. Ce soir-là, j'ai noté le numéro de mémoire. 2 jours plus tard, depuis mon téléphone professionnel, je l'ai composé. Une femme a répondu à la 2e sonnerie. Professionnel, entraîné. Bonjour, cabinet d'avocats Seller et associés, droit de la famille. Comment puis-je vous aider? J'ai dit que je m'étais trompé de numéro et j'ai raccroché. Je suis resté assis à mon bureau pendant environ 4 minutes. Puis j'ai repris le téléphone et j'ai appelé mon comptable. Mon comptable, Alfred Decker, s'occupait de mes comptes depuis avant le mariage. Il connaissait l'entreprise, connaissait les propriétés, savait où se trouvait chaque dollar. Quand je lui ai dit que j'avais besoin d'une conversation en dehors du bureau, il n'a pas posé de questions. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner près de San José Boulevard le lendemain matin avant 7 heures. J'ai posé mon téléphone face contre table et je lui ai raconté ce que j'avais trouvé. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière et a dit « Depuis combien de temps penses-tu qu'elle leur parle ?» Je lui ai dit que je ne savais pas. Peut-être des semaines, peut-être plus. Il a hoché la tête lentement. Alors nous devons agir plus vite qu'elle. Ce fut le début de tout. Alfred m'a mis en contact avec un avocat nommé Elliot Puy. Pas un avocat spécialisé en divorce, un avocat en protection d'actifs. Il y a une différence, et cette différence était importante. Puy opérait depuis un bureau tranquille à San Marco et avait la réputation d'être méthodique et minutieux. Quand je me suis assis en face de lui et que j'ai exposé la situation dans son ensemble, l'entreprise, la maison de Pontevedra, la propriété de Mandarin, le bateau, il n'a pas scié. Il a sorti un bloc-notes et a commencé à écrire. La stratégie qu'il a esquissée était simple sur le papier et nécessitait une exécution précise, des fiducies irrévocables, du genre qui, une fois établies, retire les actifs de votre patrimoine personnel de manière permanente. Vous ne les possédez plus. La fiducie les possède. C'est légal. C'est documenté. Et en Floride, avec la bonne structuration et le bon calendrier, ça tient. Puis a été clair sur une chose, cela devait être fait correctement, avec des traces écrites impeccables. Et cela devait être fait avant qu'elle n'engage la moindre procédure. Je lui ai dit de commencer immédiatement. De retour à la maison, rien n'a changé en surface. Elle allait et venait selon son emploi du temps, faisait visiter des propriétés, rentrait tard 2 fois cette semaine-là avec des explications que je ne demandais pas. Le jeudi soir, elle était de meilleure humeur que d'habitude, riant de quelque chose sur son téléphone, préparant le dîner sans qu'on le lui demande, me posant des questions sur une partie de pêche que j'avais mentionnée des mois auparavant, comme si elle l'avait gardée pour plus tard. J'ai observé tout cela et j'ai dit les bonnes choses au bon moment. Le vendredi après-midi, elle m'a demandé de prendre son sac dans le placard de l'entrée. Elle avait besoin de ses lunettes de soleil avant de se rendre à une visite. J'ai ouvert le sac, j'ai trouvé les lunettes de soleil sur le dessus, et en les sortant, mes doigts ont attrapé quelque chose de plat et de rigide près de la doublure intérieure. Je ne l'ai pas sorti. J'ai posé les lunettes de soleil sur le comptoir et je lui ai dit que je ne les trouvais pas. Elle s'est approchée, a fouillé elle-même, a trouvé les lunettes immédiatement et m'a lancé un regard qui disait qu'elle me trouvait inutile. Puis elle est partie. Je suis retourné au sac. Bien à plat contre la doublure, presque au ras de la couture, se trouvait une carte de visite, papier épais, lettrage en relief. Le nom dessus était Jordan HAW, avocat, avec un domaine de pratique indiqué en dessous, droit matrimonial et de la famille, partage des actifs, divorce à fort enjeu patrimonial. J'ai pris une photo des 2 côtés et je l'ai remise exactement où elle était. Cette carte m'a dit 2 choses. Premièrement, elle n'avait pas seulement appelé le numéro. Elle avait eu une consultation, probablement plus d'une, avec quelqu'un qui se spécialisait dans l'extraction d'argent de situations comme la mienne. Deuxièmement, l'expression sur la carte, divorce à fort enjeu patrimonial, signifiait qu'elle était déjà entrée dans ce bureau et avait décrit ce que nous avions. Le bateau, la maison de plage, l'entreprise. Elle avait remis à un professionnel un inventaire complet de ma vie et avait demandé ce qu'elle pouvait en tirer.
J'ai appelé puis depuis mon camion. Il a décroché à la 3e sonnerie et je lui ai lu le nom sur la photo. Il est resté silencieux un moment, puis a dit « Je connais ce cabinet. Ils sont agressifs. Tu dois me donner 2 semaines. » Je lui ai dit qu'il avait 10 jours. Ce week-end-là, j'ai sorti le bateau seul, je suis allé vers le sud après la passe et j'ai coupé le moteur à environ 3000 au large. L'eau était calme, et le ciel jouait avec la lumière d'une manière qui simplifiait tout. Je suis resté assis là un moment et j'ai réfléchi à la séquence de ce qui allait arriver, pas à ce que je ressentais. Ce n'était pas une direction utile, juste la séquence. Ce qu'elle s'attendait à ce qu'il se passe, et ce qui allait réellement se passer à la place. Il y a quelque chose de clarifiant à être sur l'eau sans personne d'autre autour. Le bruit disparaît et il ne reste que le problème et la réponse. Elle pensait avoir une longueur d'avance. Elle était sur le point de découvrir ce qu'il en coûte de mal calculer quelqu'un que l'on a sous-estimé pendant 5 ans. Puis m'a appelé un mercredi matin alors que j'étais sur un chantier à Fernandina Beach. Je me suis éloigné de l'équipe et j'ai marché jusqu'au bord du quai. Il m'a dit que la première fiducie était exécutée. La propriété de Pontevedra n'était plus à mon nom. Elle appartenait à une fiducie irrévocable correctement structurée avec un fiduciaire désigné. Pas moi, pas elle, pas quiconque lié au mariage. Il a dit que la restructuration de l'entreprise suivrait d'ici vendredi et l'amendement de la documentation du navire d'ici la fin de la semaine suivante. Je l'ai remercié et je suis retourné au travail. Ce soir-là, elle était à la maison avant moi, ce qui était inhabituel. Elle avait prévu que nous dînions avec un couple qu'elle connaissait de son réseau immobilier, un couple nommé Beverly et Chase Murray, des gens que j'avais rencontrés 2 fois et pour qui je n'avais pas de sentiment particulier. Elle a présenté cela comme quelque chose qu'elle avait déjà mentionné. Ce n'était pas le cas. J'ai changé de vêtements et nous avons conduit ensemble sans beaucoup de conversation. Au restaurant, elle était animée, riant facilement, me touchant le bras au bon moment, jouant le rôle de quelqu'un dans un mariage solide. Beverly a demandé comment allaient les affaires. J'ai dit que c'était stable. Chase a posé des questions sur le bateau et je lui ai donné une réponse courte sur une sortie que j'avais faite le week-end précédent. De l'autre côté de la table, elle m'a souri d'une manière qui semblait authentique si l'on ne savait pas ce qu'il y avait dans son sac à la maison. Sur le chemin du retour, elle a commencé une de ses routines. A dit qu'elle avait remarqué que je semblais distant dernièrement. A dit qu'elle avait l'impression que je n'étais pas présent. Puis, avec la précision de quelqu'un qui l'avait répété, elle a mentionné une femme de mon équipe, une coordinatrice de projet nommée Alay, et a demandé s'il se passait quelque chose là-bas. Alay travaillait pour moi depuis 3 ans. Elle était fiancée, vivait à Orange Park et s'intéressait à moi à peu près autant qu'au logiciel de facturation dont elle se plaignait chaque lundi. J'ai gardé les yeux sur la route. Alay gère mon planning et répond aux appels des fournisseurs. C'est tout. Elle a dit qu'elle voulait juste être honnête sur ce qu'elle ressentait. J'ai dit, tu devrais essayer ça plus souvent. Elle est devenue silencieuse. Nous nous sommes garés dans l'allée et elle est sortie la première. Je suis resté dans le camion 1 minute avant de rentrer. L'accusation ne concernait pas Alay. Elle n'a jamais concerné personne en particulier. Il s'agissait de construire une version des événements qu'elle pourrait utiliser plus tard. Un récit où elle était l'épouse suspicieuse et négligée, et j'étais le mari absent. Ce récit avait un but. Il aurait une certaine apparence dans un dossier de divorce. J'y avais déjà pensé. Puis aussi. Nous avions documenté soigneusement la chronologie du début des processus de fiducie, ce qui les avait déclenchés, quelle était la base légale. Rien de réactif, rien de vengeur, juste un homme protégeant des actifs qu'il avait construits grâce à un mécanisme légal accessible à quiconque ayant la prévoyance de l'utiliser. La semaine suivante, la restructuration de l'entreprise s'est achevée. Puis m'a envoyé un document de synthèse par courrier électronique sécurisé. L'opération de service maritime se trouvait maintenant au sein d'une LLC distincte avec une structure de propriété révisée. Pas caché, documenté, traçable, légitime, mais plus un simple actif matrimonial exposé, attendant d'être partagé. Le bateau a achevé le processus 2 jours plus tard. Transféré dans la seconde fiducie. Je suis descendu au quai ce soir-là et je suis resté sur le pont un moment. Les mêmes 32 pieds de fibres de verre et de moteur pour lesquels j'avais passé 14 mois à économiser avant même de la rencontrer. Cela ne ferait jamais partie d'un règlement. Pas un seul centimètre.
Elle est rentrée ce vendredi soir d'une humeur particulière. Le genre d'humeur qui précède une décision qui a été prise, pas après. Plus légère que d'habitude. Elle s'est versé un verre de vin et m'a demandé si je voulais regarder quelque chose. J'ai dit, bien sûr. Nous nous sommes assis sur le canapé pendant 2 heures et avons regardé une émission dont aucun de nous ne se souciait. Sur le comptoir de la cuisine, à côté de ses clés, se trouvait une petite figurine en céramique d'un oiseau, bleu pâle, peut-être de 4 pouces de haut. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Il n'y avait pas de sac d'où elle aurait pu venir. Pas de reçu, pas de contexte. Elle était juste là, comme les choses apparaissaient parfois dans notre maison. Des objets qui arrivaient sans explication et restaient sur les étagères et les comptoirs jusqu'à ce que je cesse de les remarquer. J'ai remarqué celui-ci. Je n'ai rien dit à ce sujet. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai reporté mon attention sur l'écran. Certaines choses, on les classe. Certaines choses, on les laisse exactement là où elles sont. À la fin de cette semaine, chaque actif majeur que je possédais était hors de portée d'une demande de partage matrimonial. Le travail a été fait proprement, légalement et complètement. Quoi qu'elle prépare avec Jordan HW et le cabinet Seller et Associés, elle était sur le point d'entrer dans une pièce où les murs étaient différents de ceux dont elle se souvenait. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre qu'elle ouvre la porte. Les papiers sont arrivés un jeudi. Un huissier a frappé à la porte d'entrée à 8h40 du matin alors que je buvais mon café dans la cuisine. J'ai ouvert la porte, j'ai pris l'enveloppe, j'ai signé où il me l'a indiqué et je suis retourné à l'intérieur. Elle était encore à l'étage. J'ai entendu la douche couler. J'ai posé l'enveloppe sur le comptoir, j'ai fini mon café et j'ai lu le dossier. Requête en dissolution de mariage, déposée par son avocate, Jordan HW, en son nom. Motifs énumérés, date du mariage indiquée, demande de répartition équitable des biens matrimoniaux. Langage standard, travail professionnel. Elle paierait pour quelqu'un de bon. Quand elle est descendue 20 minutes plus tard, je rinçais ma tasse à l'évier. L'enveloppe était toujours sur le comptoir. Elle l'a vue immédiatement. Elle a ralenti, puis s'est arrêtée. Elle m'a regardé. J'ai dit, votre avocate travaille tôt. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis, j'allais te le dire. Tu viens de le faire, par l'intermédiaire d'un tiers. Elle a tiré le tabouret de l'îlot et s'est assise. Elle avait l'air de quelqu'un qui avait répété une version de cette conversation et qui décidait laquelle utiliser. Il ne s'agit pas de te punir. Je pense juste que nous allons dans des directions différentes depuis longtemps. Et garde ça pour le dossier, ai-je dit. Ni fort, ni en colère, juste fatigué de la comédie. Elle a cligné des yeux. Quel que soit le script qu'elle avait préparé, il n'y avait pas de réponse à cela. J'ai pris mes clés et je lui ai dit que le bureau depuis contacterait le sien. Puis je suis parti au travail. Ce samedi-là, sa mère organisait un déjeuner d'anniversaire pour sa sœur cadette, Zoé. Toute la famille était là, ses parents, une tante, 2 cousins, une voisine qui était proche de la famille depuis des années. J'avais été invité des semaines avant que tout cela ne commence, et j'y suis allé, non par obligation, mais par calcul. Quitter ce rassemblement au moment où les choses deviendraient inconfortables aurait ressemblé à de la culpabilité. Se présenter, être mesuré et calme, laisser la pièce tirer ses propres conclusions sur qui avait décidé de faire exploser le mariage et qui s'était simplement présenté pour le déjeuner. Elle m'a présenté à la salle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Sa mère, Nicole, m'a serré dans ses bras et m'a demandé comment allaient les affaires. Son père, un homme discret nommé Alfred, le même nom que mon comptable, ce qui m'avait toujours semblé un inconvénient mineur, m'a serré la main et m'a posé des questions sur le bateau. J'ai répondu à tous les deux honnêtement et sans tension. Environ 1 heure plus tard, sa tante l'a prise à part près du porche arrière. J'étais assez proche pour en entendre des bribes. La tante a demandé ce qui se passait. Elle a dit que c'était compliqué, qu'elle expliquerait plus tard, qu'elle avait juste besoin de soutien en ce moment. Sa voix avait un tremblement que je soupçonnais qu'elle avait répété. Zoé m'a trouvé près de la table des boissons. Elle avait 26 ans, était directe, n'avait jamais prétendu être quelque chose qu'elle n'était pas. Elle m'a regardé et a dit doucement, j'ai entendu. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. Je lui ai dit que j'appréciais. Elle a dit, pour ce que ça vaut, je ne pense pas que quelqu'un dans cette pièce soit surpris. Je ne lui ai pas demandé de développer.
Je n'en avais pas besoin. Le reste de l'après-midi s'est déroulé sans incident. Je suis resté jusqu'au dessert, j'ai dit au revoir à tout le monde individuellement et je suis rentré seul à la maison. Elle est restée. C'était bien. Le lundi suivant, puis a appelé pour me dire que HAW avait soumis une demande officielle de divulgation financière complète, inventaire des actifs, évaluation de l'entreprise, registre de propriété, relevé de compte, tout. C'était exactement ce à quoi il s'attendait et exactement ce pourquoi nous nous étions préparés. Puis m'a dit de le laisser gérer la réponse et de ne rien lui dire directement sur les finances à partir de ce moment-là. Je lui ai dit que ce ne serait pas un problème. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que 2 nuits plus tôt, j'avais trouvé autre chose. Une petite clé en laiton sur l'étagère supérieure du placard de la chambre, cachée dans une botte d'hiver qu'elle n'avait pas portée depuis des mois. Je ne savais pas ce qu'elle ouvrait. Je l'ai remise où elle était et je n'y ai plus touché. Mais je l'ai photographiée et j'ai noté la date. Certaines choses, on les documente. On ne sait pas encore pourquoi. On sait juste qu'une femme qui enregistre un avocat spécialisé en divorce sous le nom de Ma Chance et qui cache des cartes de visite dans la doublure de son sac ne garde pas une clé non identifiée dans une botte par accident. La demande de divulgation financière allait revenir presque vide. HAW ne le savait pas encore. Sa cliente ne le savait pas non plus. Ou peut-être qu'elle s'en doutait, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'ambiance dans la maison était passée de confiante à quelque chose de plus proche de l'agitation. Elle a commencé à rentrer plus tôt, à être présente dans les pièces où j'étais, à poser des questions sur l'entreprise auxquelles elle n'avait jamais montré d'intérêt auparavant, comment fonctionnaient les contrats de Marina, si les propriétés étaient financées ou détenues en pleine propriété. Combien le bateau avait coûté à l'origine. J'ai répondu à tout calmement et en disant le moins possible. Elle cherchait des failles. Des endroits où l'image de son avocate et ma situation réelle ne coïncidaient pas. Elle commençait à le sentir. Cette instabilité silencieuse qui survient lorsqu'un plan dont on était certain commence à montrer ses premières fissures. Elle ne savait juste pas encore à quel point ces fissures étaient profondes. Puis m'a transféré la réponse de HAW à la divulgation un vendredi après-midi. Je l'ai lu à mon bureau au bureau de la Marina pendant qu'un de mes employés terminait une inspection de coque sur le quai en dessous. La lettre était professionnelle et mesurée, mais entre les lignes, on pouvait sentir la confusion commencer à se former. HAW avait demandé un décompte complet des biens matrimoniaux. Ce qu'elle a reçu en retour était un document qui confirmait l'existence des propriétés et de l'entreprise, puis exposait avec un langage juridique précis et la documentation de fiducie jointe exactement pourquoi rien de tout cela ne se qualifiait comme propriété matrimoniale divisible. Puis avait fait un travail impeccable. Chaque transfert était antérieur au dépôt de la demande de divorce. Chaque fiducie était correctement établie, correctement enregistrée et correctement isolée. La restructuration de l'entreprise avait des documents remontant à des mois. Il n'y avait pas de lacunes, pas de raccourcis, rien qui puisse être qualifié de transfert frauduleux parce que la chronologie et l'intention étaient documentées depuis le début. HAW a demandé une réunion. Elle a eu lieu le mercredi suivant au bureau de Puy à San Marco, une salle de conférence avec une longue table, 2 avocats, et nous 2 assis l'un en face de l'autre pour la première fois dans un cadre formel. Elle est arrivée vêtue du genre de tenue qu'elle portait pour les visites haut de gamme, calme, délibérée. Son avocate était une femme dans la quarantaine nommée Laura Gillespie. Perspicace et sans hâte, le genre d'avocate qui pose des questions dont elle connaît déjà les réponses. Gillespie a commencé en disant que sa cliente avait des inquiétudes concernant le calendrier et la structure des transferts d'actifs. Elle a utilisé l'expression tentative apparente de protéger les biens matrimoniaux sans élever la voix. Puis l'a guidée à travers la documentation méthodiquement. Date, dépôt, actes enregistrés, le mémo de restructuration de l'entreprise avec son horodatage, les actes de fiducie. Il n'a pas argumenté. Il a simplement tout exposé en séquence comme s'il décrivait une feuille de calcul. Gillespie a pris des notes, a posé 2 questions de suivi. Puis a répondu aux 2. Puis elle a dit qu'elle aurait besoin de temps pour examiner les documents avec sa cliente. J'ai regardé de l'autre côté de la table. Elle regardait puis, pas moi. Sa mâchoire était serrée et ses mains étaient à plat sur la table. Elle était entrée dans cette pièce en s'attendant à entendre parler d'évaluations contestées et de délais de négociation. Au lieu de cela, elle était assise devant une pile de documents qui transformaient les actifs qu'elle avait inventoriés dans sa tête en choses qu'elle ne pouvait pas toucher. Sur le chemin du retour, elle m'a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale.
Puis elle a rappelé. J'ai décroché la deuxième fois. Sa voix était différente de tout ce que j'avais entendu en 5 ans. Le calme avait disparu. Tu as fait ça exprès. Tu as tout déplacé avant que je ne dépose la demande. C'est généralement comme ça que fonctionne la protection des actifs, ai-je dit. On déplace les choses avant qu'il n'y ait une raison de ne pas le faire. Ce n'est pas légal. Tu ne peux pas juste. Mon avocat n'est pas d'accord. Tout comme le bureau de l'enregistrement du comté. Tout comme les dates sur chaque document que votre avocate vient de passer 1 heure à examiner. Silence. Puis, tu savais. Tu savais ce que je faisais. J'ai trouvé un contact enregistré sous le nom de Ma Chance sur ton téléphone. Tu veux parler de qui savait quoi et quand? Elle n'a pas répondu à ça. J'ai dit, nous pouvons continuer à nous battre avec Gillespie, ou nous pouvons régler ça sans que cela nous coûte encore 6 mois d'honoraires à tous les deux. C'est toi qui vois. Puis j'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, j'étais à la maison de Mandarin. Quand elle est rentrée, elle est montée directement à l'étage. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer. Pas claquer, juste fermer, ce qui était presque pire. La colère calculée avait disparu. Ce qui l'a remplacé, c'est le son de quelqu'un qui recalcule tout depuis le début. 2 jours plus tard, Gillespie a contacté puis avec une position révisée. HAW retirait les demandes de partage d'actifs liés aux propriétés et à l'entreprise. Il poursuivait toujours la dissolution elle-même, ainsi qu'une réclamation sur les soldes des comptes chèques conjoints et tout bien personnel accumulé pendant le mariage, ce qui se résumait à des meubles. 2 ans d'appareils électroménagers et ce qu'il y avait dans un compte qui contenait peut-être 11 000 € au moment du dépôt. Puis m'a appelé pour m'expliquer. Quand il a terminé, il a dit, c'est à peu près le résultat le plus favorable que j'ai vu à ce stade. Je lui ai dit de procéder. Le soir même, elle est apparue dans l'embrasure de la porte du salon alors que je lisais. Elle est restée là un moment sans rien dire. Il n'y avait plus d'accusation, plus de comédie, juste une femme qui avait très mal calculé et qui se tenait maintenant dans les décombres d'un plan qu'elle construisait depuis plus longtemps que je ne l'avais su. Elle a dit, je veux que tu saches que je ne suis pas entré dans ce mariage en prévoyant qu'il se termine de cette façon. J'ai posé le livre. Tu avais un avocat spécialisé en divorce enregistré dans ton téléphone comme une opportunité personnelle. Ce n'est pas quelque chose que les gens font accidentellement. Elle a regardé le sol. L'oiseau en céramique, ai-je dit. Sur le comptoir de la cuisine. Celui qui est apparu sans explication il y a 3 semaines. D'où vient-il? Une pause. Je l'ai trouvé dans une vente de succession. Tu as été à 2 ventes de succession depuis que nous sommes mariés, et tu es rentré des 2 avec des choses qui n'étaient pas sur la table. Je sais ce que c'est. Je sais depuis longtemps ce que c'est, et je me suis tu parce que je pensais que c'était quelque chose que tu réglerais. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es juste devenu meilleur pour le cacher. Elle n'a pas répondu. Le mariage n'a pas échoué parce que je regardais quelqu'un dans un restaurant, ai-je dit. Il a échoué parce que tu cherchais toujours l'angle, sur tout le monde, y compris moi. Elle a quitté la pièce sans répondre. J'ai repris le livre. Il n'y avait plus rien à négocier à ce niveau. Les avocats s'occuperaient du reste. L'audience finale a duré 43 minutes. Puis Gillespie avait soumis les termes de la dissolution convenus 3 jours auparavant, il n'y avait donc plus rien à débattre. Le juge a examiné le document, a confirmé que les 2 parties comprenaient les termes, a posé une série de questions standards et a signé. C'était tout. 5 ans de mariage résolus en moins de temps qu'il n'en faut pour déjeuner. Elle était assise à 2 sièges de moi à la même table. Elle portait un blazer gris. Son avocate était assise à côté d'elle avec un porte-documents en cuir qui n'avait pas été ouvert une seule fois pendant la procédure. Quand le juge a signé, Gillespie a posé brièvement une main sur son avant-bras. Elle n'a pas réagi. Dehors, sur les marches du palais de justice, son avocate lui a dit quelques mots et est partie. Elle est restée là un moment, puis m'a regardé, pas avec colère. Quelque chose de plus proche de l'épuisement. Elle a dit, j'espère que tu sais que je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Je sais, ai-je dit. Tu pensais que ça se passerait différemment. C'était ça le problème. Elle a détourné le regard vers la rue. La maison, le bateau, l'entreprise. Je ne suis pas stupide. Je savais ce que ça valait.
Alors tu savais aussi qu'ils n'ont pas été construits avec quoi que ce soit que tu y aies mis. Pas $1, pas un jour de travail. Tu le savais aussi. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Elle a ouvert la bouche une fois et l'a refermée. Puis elle a dit, le thérapeute que j'ai commencé à voir. Elle dit que le comportement, le fait de prendre des choses, c'est lié à quelque chose de plus profond, le contrôle. Elle pense que je le fais depuis que je suis adolescente. Je l'ai regardé un moment. J'espère que ça marchera pour toi. Je le dis sans sarcasme. Elle a hoché la tête lentement. Puis elle a pris son sac et a descendu les marches vers le parking. Je l'ai regardé partir. Aucun sentiment particulier attaché à cela. Juste la fin d'un chapitre qui aurait dû se terminer plus tôt. Puis avait signalé quelque chose dans les dernières semaines du processus auquel je ne m'attendais pas. La clé en laiton que j'avais photographiée dans la botte. Je lui en avais parlé nonchalamment lors d'un de nos appels. Il m'avait suggéré de me renseigner. Je l'ai fait. Il s'est avéré qu'elle ouvrait un petit box de stockage du côté ouest, loué à son nom, qu'elle payait avec une carte de crédit dont j'ignorais l'existence. Lorsque la dissolution a été finalisée et qu'elle a quitté la maison de Mandarin, j'avais le droit légal d'accéder au box selon les termes de l'accord de divulgation de propriété que Gillespie avait signé. À l'intérieur se trouvaient 41 articles. Je les ai fait cataloguer par un notaire avant de toucher à quoi que ce soit. Des objets décoratifs, principalement, un ensemble de cuillères de service à manche en argent, une estampe botanique encadrée, une petite boîte à musique en bois avec un couvercle marqueté, une figurine de cheval en porcelaine, un shaker à cocktail vintage, un bougeoir en laiton. Des choses prises dans des journées portes ouvertes, des ventes de succession, des maisons témoins, des endroits auxquels elle avait eu accès grâce à son travail. Rien d'une valeur monétaire significative individuellement. Collectivement, un dossier de 5 ans d'une habitude qu'elle avait dit à 2 personnes différentes qu'elle allait régler et ne l'a jamais fait. J'ai appelé la ligne non urgente et leur ai donné l'adresse du box de stockage ainsi que le catalogue et les noms de quelques propriétés que je pouvais vérifier. Puis j'ai transmis le même document à Gillespie avec une note indiquant que sa cliente devrait parler à un avocat avant que la police ne la contacte. C'était toute mon implication. Ce qui s'est passé après, ce n'était pas ma responsabilité. J'ai conduit du centre de stockage jusqu'à la marina. C'était un jeudi après-midi, ciel clair, le genre de lumière qui plane bas sur l'eau à la fin de l'automne et donne l'impression que tout a été nettoyé. J'ai longé le quai jusqu'à l'emplacement où le bateau était amarré, je suis monté à bord et j'ai vérifié les amarres par habitude. Tout était à sa place. Je me suis assis sur la banquette arrière et j'ai regardé la rivière. Quelques autres bateaux se déplaçaient au loin. Un pélican pêchait près de la rive opposée. La marina avait ses bruits de fond habituels, des drisses, des générateurs quelque part, une radio jouant depuis la cabine d'un bateau de croisière 3 emplacements plus loin. L'entreprise était intacte. La maison de Pontevedra était intacte. La propriété de Mandarin était à moi. Le bateau était à moi. Tout ce que j'avais construit avant son arrivée, et tout ce que j'avais construit pendant qu'elle était là, était toujours debout, exactement là où je l'avais laissé. La seule chose que le divorce m'avait coûté, au sens tangible, était 11 000 € sur un compte joint et un oiseau en céramique d'origine inconnue qu'elle avait pris en faisant ses valises. Elle pouvait le garder. Alfred a appelé ce soir-là pour discuter des projections du prochain trimestre. Nous avons parlé pendant 20 minutes d'un nouveau contrat de marina à Saint-Augustine qui était sur le point d'être signé, d'un projet d'extension de quai qui nous occuperait jusqu'au printemps, et d'une embauche que je devais faire avant que la saison ne reprenne. Une conversation normale, de travail, le genre de mouvement vers l'avant qui ne nécessite la permission de personne. Quand nous avons raccroché, je me suis versé 2 doigts de bourbon, je me suis assis sur la terrasse arrière de la maison de Mandarin et j'ai écouté l'eau. Pas d'avocat, pas d'audience, pas de comédie d'un mariage que j'entretenais seul depuis plus longtemps que je ne me l'étais avoué. Juste la rivière, l'obscurité et le calme qui vient lorsqu'un problème est entièrement résolu. Elle était entrée dans 5 ans de ma vie en cherchant un angle. Elle en a trouvé un. Elle n'a simplement pas trouvé ce qu'elle attendait à la fin. Certaines personnes comptent sur le fait que vous ne faites pas attention. Elles construisent toute leur stratégie sur l'hypothèse que vous êtes trop à l'aise, trop confiant ou trop distrait pour voir ce qu'elles font. Et parfois, elles ont raison. Mais parfois, la personne en face a observé tout aussi attentivement qu'elle et a simplement choisi de ne pas le montrer. Ce bateau n'allait nulle part. Moi non plus.
Elle avait enregistré un avocat spécialisé en divorce dans son téléphone sous le nom de Ma Chance. C'est vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir sur qui elle était. 5 ans de jalousie fabriquée, de fausses accusations, de choses qui disparaissent des étagères, et à la fin, elle entre dans une salle d'audience en s'attendant à partager une entreprise, 2 propriétés et un bateau, et en ressort avec des meubles et 11 000 euros. Voici le truc. Il n'a pas gagné parce qu'il a eu de la chance. Il a gagné parce qu'il a fait attention pendant qu'elle supposait qu'il ne le faisait pas. C'est la partie que les gens manquent. La personne la plus dangereuse dans la pièce n'est pas toujours la plus bruyante.